Chaque matin, il arrive à l'école. Chaque matin, il sait ce qu'il attend. Il note les coups dont qu'il reçoit sur 10. Pas pour se plaindre. Parce qu'on lui a demandé de le faire, jusqu'au jour où quelqu'un a décidé que ça suffisait. Jeong-min se lève chaque matin en espérant qu'il lui arrive quelque chose. Rien de grave, juste assez pour rater le restant de l'année scolaire. Il arrive quand même à l'école, et la première chose qu'il voit, c'est son camarade Dae-sok debout sur le rebord du toit. Et puis Dae-sok saute. Le bâton du paria, c'était simple. Celui qui le tenait devenait la cible officielle de l'école, la personne que tout le monde avait le droit d'humilier. Dae-sok l'avait mérité en faisant ce que personne d'autre avait le courage de faire. Un professeur remplaçant se faisait humilier par un élève nommé Jun-young, fils d'un conseiller municipal intouchable depuis sa naissance. Jun-young lui disait qu'elle était nulle, que son père pouvait lui obtenir un poste permanent si elle se comportait bien. Dae-sok s'est levé et l'a frappé. Il a dit qu'il en avait assez. Le bâton lui a été remis le lendemain. Jeong-min a tout vu. Il a essayé de le signaler. Il a donné des noms, décrit les incidents. Les profs l'ont regardé comme s'il leur demandait d'affronter toute la mairie. Le père de Jun-young avait du poids politique. L'école dépendait de sa bienveillance. Le harcèlement a continué. Quand la police est arrivée après la mort de Dae-sok, Jeong-min a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. L'idée que cette fois, peut-être, les choses allaient changer. Les amis de Jun-young ont détruit cet espoir en 30 secondes. La police allait classer l'affaire. Elle le faisait toujours. Na a pris en charge la classe de Dae-sok. Il a fait l'appel, a atteint son nom et s'est arrêté. Il a demandé si quelqu'un savait pourquoi leur camarade avait fait ce choix. Un élève a ri. Il a dit que Dae-sok avait raté ses examens et que c'était bien fait pour lui. Na a traversé la salle, l'a attrapé par le col et l'a mis par terre. Ensuite, il a ordonné à toute la classe de faire des pompes. Jun-young leur a dit de ne pas bouger. Na a pris la tête de Jun-young et l'a appuyé contre son bureau. Tout le monde. Maintenant, ils ont obéi. À la cantine, Jun-young a joué des coudes pour passer devant. Na l'a arrêté. Jun-young a renversé un plateau par terre. Un spectacle pour ceux qui regardaient. Na l'a forcé à s'agenouiller et à ramasser chaque morceau lui-même. Jun-young a appelé son père. Le conseiller Ryu Gwangpil est arrivé le lendemain matin avec tout le poids de sa fonction et a informé Na que sa carrière était terminée. Na a attrapé Jun-young par l'oreille et l'a ramené à l'école pour finir de nettoyer les toilettes qu'on lui avait assignées. Ce soir-là, Na est allé chez le conseiller. Pas pour négocier, pour l'informer que son fils était parti avant de terminer ses corvées et qu'il allait revenir les finir. Ryu lui a demandé s'il savait à qui il parlait. Na a dit « au père d'un élève », rien de plus. Ce que Na n'a pas dit, et ce que le ministre Choi Gang-seok préparait depuis 2 ans, c'est que le dossier de Ryu Gwangpil était prêt depuis longtemps. Le BPDE ne servait pas qu'à discipliner, il servait aussi à exposer. Des journalistes ont reçu une information anonyme sur des affaires de corruption et de pots de vin. Le conseiller a trouvé le ministre qui l'attendait dans un auditorium vide pendant que sa campagne s'effondrait dehors. Choi lui a dit clairement « Tu n'étais pas la cible, ton fils l'était. Quand tu tombes, il tombe avec toi. » Ryu Gwangpil a été arrêté dans la semaine. À l'école, tout s'est inversé. Les élèves qui suivaient Jun-young depuis des années lui ont remis le bâton. C'était son tour maintenant, et il n'avait aucune idée de comment exister de ce côté-là. Quand il a atteint sa limite, il a mis la main sur de l'essence et a enfermé ses camarades à l'intérieur. Na est entré et a allumé un briquet. Jun-young lui a crié de l'éteindre. Na l'a regardé et lui a dit « C'est ce que Dae-sok ressentait. Cette peur exacte, tu la lui donnais chaque jour jusqu'à ce qu'il n'ait plus nulle part où aller. » Jun-young s'est effondré. Il a supplié. Na a éteint la flamme. Mais il lui a dit clairement « Dae-sok était parti. Aucune excuse ne le ramènerait. » Jun-young porterait ça pour le reste de sa vie. C'était la sentence qu'aucun tribunal ne lui donnerait jamais. Après la fermeture du dossier, Na et le ministre ont visité une tombe, une femme nommée Choa Ga-yoon. Na est resté plus longtemps que nécessaire. Il le faisait toujours, c'était sa fiancée. Une enseignante. 2 ans plus tôt, un de ses élèves l'avait tué. Le tribunal avait donné au garçon une peine minimale. Na avait essayé de l'écraser avec sa voiture devant le palais de justice. Le ministre l'avait arrêté. Puis, le ministre avait fait une promesse. « Gagne cette élection et je construirai quelque chose en son nom. Quelque chose qui fonctionne vraiment. » Le BPDE, c'était cette promesse. Bong Geun-dae a intégré le lycée technique de Gun et a passé ses 10 premières minutes à se demander s'il était entré par la bonne porte. L'école était divisée en 2 factions permanentes, mécanique automobile et électrotechnique, qui se battaient chaque jour pour avoir la chance d'être recrutés par Yang Kon-uk.
un élève de terminale avec une organisation criminelle en dehors de l'école, qui sélectionnait ses meilleurs combattants parmi les vainqueurs. Hongju avait arrêté de se défendre. Il était calme, concentré, et voulait vraiment être là. Les factions avaient fait de lui un outil de mesure. Ils testaient leur technique sur lui et lui faisaient noter les coups sur 10. Bong l'a aidé à porter son sac ce soir-là. Autour d'un bol de nouilles dans la cuisine de Hongju, il a compris que ce garçon avait tout accepté, parce qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller et rien d'autre à quoi s'accrocher que l'idée de passer son diplôme. Ce que personne à Gun ne savait, c'est que Bong n'était pas un élève. Il était directeur adjoint au BPDE, assez jeune pour passer pour un nouvel inscrit, avec le genre de visage qui se faisait harceler au premier regard. La caméra dans ses lunettes enregistrait tout depuis le premier jour. Na, lui, a donné sa prochaine mission. Les provoquer. Les amener tous dans le gymnase. Bong est entré à la cantine, a trouvé l'élève le plus intimidant de la salle et lui a fait un doigt d'honneur. Ils l'ont poursuivi jusqu'au gymnase. Na a fermé les grilles, il leur a dit une option. Le battre et partir, ou rester et apprendre. Chaque élève de ce gymnase s'est précipité sur lui. Quelques minutes plus tard, le sol était couvert. Songwan, Imbom, tous les chefs de département, tous à terre. Na avait à peine bougé les pieds. Quand Songwan a annoncé que l'éducation ne servait à rien, Na les a mis, lui et Imbom, dans une voiture sans portière et les a emmenés faire un tour à toute vitesse dans l'enceinte du lycée, rapide, précis, parfaitement contrôlé, s'arrêtant net sur 1 centimètre. Les élèves qui avaient passé des années à vénérer les mauvaises choses ont enfin vu quelque chose qui valait la peine d'être respecté. Kon-hook a fini par se montrer. Moto. Entrée théâtrale, foule en délire. Il a défié Na directement devant ses gens. Na l'a laissé placer un coup, l'a laissé le mettre au sol, a laissé les acclamations commencer. Puis il s'est relevé. Quand Kon-hook a appelé des renforts extérieurs, Na est sorti seul jusqu'aux grilles. Il les a affrontés un par un jusqu'à ce que le parking soit silencieux. Il a ramené Kon-hook à l'intérieur et l'a placé devant Hongju. Puis il a dit à toute l'école, si vous devez des excuses à quelqu'un, c'est par là que vous commencez. Hongju ne savait pas quoi faire de ça. Il avait passé tellement de temps à absorber la cruauté des autres que la gentillesse n'avait plus où atterrir. Et puis, elle a atterri. Et il n'a plus pu se tenir. C'était ça, la vraie fin du dossier. Pas les arrestations. Ce moment, dans ce gymnase, où un garçon qui servait de punching ball a finalement entendu quelqu'un lui dire « Tu méritais mieux que ça ». Yeri avait 600 000 abonnés, sa caméra était toujours allumée, tout autour d'elle était du contenu. Quand un prof lui a confisqué son téléphone pendant un cours, Yeri est rentrée chez elle et a monté une vidéo. L'original montrait l'enseignante aider une élève à enlever un chewing-gum de ses cheveux. Yeri l'a coupé pour que ça ressemble à une agression. Elle l'a posté le soir même. Le lendemain matin, l'adresse personnelle du prof avait été trouvée. Puis l'école de ses enfants. Il ne pouvait pas faire arrêter ça. Il est mort quelques jours plus tard. Même après sa mort, des gens sont venus filmer du contenu à ses funérailles. Sa collègue, la prof Young, connaissait la vérité. Elle est allée directement voir Yeri et lui a demandé de retirer la vidéo. Yeri a allumé sa caméra au milieu de la conversation et a dit à ses abonnés qu'on la forçait à se taire. La prof Young est devenue la prochaine cible avant même d'avoir fini de parler. Le directeur a appelé Yeri dans son bureau et lui a demandé ce qu'elle voulait. Elle a dit « Faites de la prof Young notre professeur principal ». Il a accepté. Im Han-rim est entré dans cette salle de classe en ayant l'air de quelqu'un qui pourrait trébucher sur ses propres pieds. Yeri l'a identifié comme une cible facile en quelques secondes et a demandé à une amie de lui poser des questions sur sa chirurgie esthétique. Han-rim l'a regardé et a dit « J'ai eu une réduction mammaire en fait ». Le sport. Vous les filles, vous en avez probablement pas besoin. La salle s'est tue complètement. Han-rim a dit à Yeri d'arrêter le live. Yeri a refusé. Han-rim lui a shooté le téléphone de la main et l'a écrasé sous son pied. Puis, elle s'est présentée. Inspectrice du BPDE, ancienne force Tlavin spéciale. À partir de maintenant, personne dans cette salle ne me répond. Elle a confisqué tous les appareils, y compris ceux cachés dans les sacs et sous les bureaux que les élèves étaient certaines qu'elle n'avait pas repérés. Elle a demandé à Bong d'analyser leurs réseaux sociaux pendant la nuit. Le lendemain matin, elle avait un dossier, photo illégale de la prof Young, informations personnelles postées publiquement, campagne de harcèlement coordonnée avec des horodatages. Pendant que Han-rim gérait la classe, Na travaillait sur l'enseignante. Young était prête à démissionner. Sa réputation avait été détruite avant même qu'elle puisse se défendre. Na, lui, a montré des messages qu'elle ne savait pas exister. D'élèves dans sa propre classe, les discrètes, celles en marge, qui avaient écrit en privé pour dire qu'elles connaissaient la vérité, qu'elle était une bonne professeure, qu'elles étaient désolées. Puis il lui a parlé de Gayun, de perdre quelqu'un qui avait refusé d'avoir peur de ses élèves. Il lui a demandé de ne pas avoir peur non plus.
Young est retourné dans cette salle de classe différemment. Quand Yeri a refusé de répondre à une question, Young l'a appelé au tableau et lui a frappé la paume avec une règle. Puis, elle a dit à la classe « Je ne me laisserai plus intimider ». Ce soir-là, Yeri a ouvert son téléphone pour reconstruire. Elle a trouvé son compte vide. Bong avait tout effacé et avait mis en ligne la vidéo originale non montée. Celle où, à la fin du montage, Yeri rigole face à sa caméra. Toute la construction visible en une seule image. Internet s'est retourné contre elle dans la nuit. Elle s'est présentée à l'appartement de Young ce soir-là, hors d'elle. La confrontation a dégénéré sur le balcon. Young a basculé dans le vide. Na l'a rattrapé. Il a pris l'impact lui-même, s'est relevé en saignant et a écarté les gens qui voulaient l'aider. Hanrim est montée sur le balcon et a regardé Yeri. Elle l'a pas menacé. Elle lui a dit « Tu dois continuer à vivre. Tu dois te réveiller chaque matin en sachant ce que tu as pris au monde. » C'est ça, la sentence. Pas l'arrestation. Ça. Le prof Sean était le genre d'enseignant qui inspirait des documentaires. Ses élèves les figuraient régulièrement parmi les meilleurs candidats aux grandes universités du pays. Onung était premier de sa classe depuis 3 ans. Il n'avait jamais été invité. Un élève nommé Onung l'avait agressé. Délibérément, pas impulsivement. Hanrim a poussé jusqu'à ce qu'il parle. Peu après que Sean ait rendu visite à ses parents sous prétexte d'un contrôle de bien-être, le restaurant familial a reçu une plainte anonyme et a été fermé. Puis, le prof particulier que sa famille avait engagé a arrêté les cours sans explication. Onung croyait que Sean avait orchestré les deux, sabotant délibérément son soutien pour qu'un enfant de famille riche puisse monter dans le classement. Bong a fait les calculs. Les élèves classés de 2 à 11 à Chukmong fréquentaient tous la même académie privée, liée à Chon, accessible uniquement aux familles qui pouvaient se permettre l'arrangement. Na a confronté Sean directement, a nommé le schéma. Sean a souri et est parti. Ce soir-là, Sean a rencontré l'une de ses clientes les plus aisées. Sa fille était 11e. Elle voulait le top 10 garanti. Il lui a dit qu'il s'en occupait. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Bong avait planté des micros dans l'académie lors d'une visite de routine. Avant que l'opération puisse aboutir, elle s'est effondrée. Les connexions de Sean s'étendaient jusqu'à la justice. Na, Hanrim et le ministre ont été arrêtés simultanément pour faute professionnelle. Avant qu'on l'emmène, le ministre a signé discrètement un document de mutation. Bong était le seul membre libre de l'équipe. La veille des examens, Bong s'est introduit dans l'école et a réorganisé l'ordre de chaque question sur chaque copie. Pas changé, réorganisé. Le contenu était identique. Seule la séquence avait changé. Le lendemain matin, la fille qui avait mémorisé les réponses volées dans un ordre précis a eu 0. L'épreuve pour laquelle elle s'était préparée n'existait plus. Na a été libéré à temps. Il a diffusé l'enregistrement, la voix, l'argent, l'arrangement, capturé sans ambiguïté, devant tout le conseil d'administration. Sean a été arrêté devant les collègues qui le célébraient depuis des années. Onung se tenait dans le couloir et n'a presque rien dit. Il avait eu raison depuis le début. Il avait juste eu besoin que quelqu'un le croie en premier. L'appel qui les a amenés à l'école primaire d'Ongjung venait pas de l'établissement. Il venait de la mère de Jison, qui avait lu le journal de sa fille et trouvé une phrase qui l'avait arrêté net. « Est-ce que ça finira seulement quand je serai parti ?» Hanrim est arrivée à temps. Elle s'est assise avec Jison jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'elle n'était pas seule dans cette pièce. Puis, elle lui a dit qu'elle avait besoin de se reposer, qu'un remplaçant avait déjà été trouvé, que sa classe allait bien. Le remplaçant, c'était Na Hwajin. En 15 minutes, un enfant avait besoin d'aller aux toilettes, un autre pleurait pour une gomme volée, et un troisième lui avait grimpé dans le dos sans prévenir. Na se tenait au milieu de la salle comme un homme qui avait démantelé le crime organisé et avait absolument aucune idée de ce qu'il fallait faire avec des maternelles. Il a fini par s'en sortir. Mal au début, puis lentement, puis avec quelque chose qui ressemblait à de la vraie tendresse. Pendant que Na gérait la classe, l'histoire de Jison est venue par morceaux. Elle adorait ce boulot depuis le premier jour. Elle avait passé des mois à apprivoiser un garçon renfermé nommé Yujin, lui créant un espace sécurisé, restant avec lui pendant ses moments difficiles, le regardant s'ouvrir progressivement. Puis, la mère de Yujin a commencé à appeler, des messages à toute heure, sur son ton, sa posture, un regard qu'elle avait posé sur Yujin pendant un cours, une photo Instagram que la mère avait trouvée sans en avoir le droit. Jison l'a signalé à la directrice qui lui a dit de supprimer ses réseaux sociaux. Elle les a supprimés. Les appels ont continué. Puis, des visites à domicile. Puis une plainte formelle pour maltraitance, déposée le jour même où Jison avait demandé à Yujin de s'excuser pour avoir blessé un autre enfant. L'enquête a duré des mois. Son nom a été divulgué en ligne. Des parents ont commencé à retirer leurs enfants. Elle avait rien fait de mal, suivi toutes les règles, et ça l'avait quand même détruite. Na a géré la situation comme il gérait tout. Il est devenu elle. Il a appelé la mère de Yujin sans arrêt, matin, après-midi, tard le soir.
Des questions sur les habitudes de sommeil de Eugene, ses goûters, ses préférences. Les appels s'arrêtèrent pas. Quand elle a finalement débarqué en exigeant qu'il stoppe, Na l'a regardé et lui a dit « Maintenant, tu sais ce que ça fait ». Il a rendu visite au père au bureau, s'est mis à genoux dans le hall et a fait une longue, bruyante et parfaitement publique scène d'excuses. Des employés s'arrêtaient pour regarder, suppliant qu'on lui pardonne, demandant ce qu'il avait mal fait, refusant de se taire. Le mari est rentré ce soir-là furieux contre sa femme. La dynamique qui soutenait son comportement s'est effondrée. Le dossier s'est pas terminé avec Na ou Han-Rim. Il s'est terminé avec Eugene. Il a appelé Jason lui-même et lui a demandé à la voir. Il s'est tenu dans le couloir et lui a dit « Je suis désolé pour ce que ma mère t'a fait. Je crois qu'elle m'aime pas des fois. Elle crie tout le temps et elle sourit jamais quand elle est avec moi. » Jason s'est tenu jusqu'à lui dire que sa mère l'aimait, même quand elle le montrait mal. La mère de Eugene regardait par la fenêtre. Elle a vu le visage de son fils pendant qu'il parlait. Quelque chose a bougé que aucune procédure judiciaire avait pu atteindre. Les deux parents ont été poursuivis. Le casier de Jason a été effacé. Elle est retournée dans sa classe. Na, Han-Rim et Bong rentraient quand ils ont vu ça se produire en temps réel. 4 garçons, une voiture volée, une fille à l'arrière avec les mains attachées. Han-Rim a arrêté le véhicule en glissant une roue dessous à pleine vitesse. Au commissariat, les garçons se sont appuyés en arrière et ont dit ça comme une réplique répétée. « On a 14 ans, on est mineurs. Vous pouvez rien faire contre nous. » Ils avaient utilisé cette réplique avant. Elle avait toujours fonctionné. Ils avaient raison sur la loi, ils avaient tort sur Na. La fille s'appelait Ha-Yoon. L'équipe l'a trouvée enfermée dans un placard de stockage, couverte de bleu, avec des cachets dans son sac qui étaient pas les siens. Ils l'avaient recrutée avec des compliments sur son apparence. La dépendance est venue vite. Puis le levier. Elle vendait pour eux en moins d'un mois. Quand elle a voulu arrêter, ils l'ont battue. Quand elle les a dénoncés à la police, ils ont été relâchés en 24 heures et sont revenus directement. Han-Rim l'a regardé et lui a dit « Cette fois, c'est différent ». Ha-Yoon avait déjà entendu ça. Elle a attendu de voir si c'était vrai. Na les a conduits directement à un centre pour mineurs délinquants. Pas pour une visite, pour y rester. À l'intérieur, leur âge ne leur donnait aucune protection. Les autres détenus avaient des peines plus longues et aucune patience. Pour la première fois de leur vie, les garçons se retrouvaient dans un endroit où leurs habituelles tactiques ne servaient à rien. Le centre les a travaillés lentement. Pas par punition directe, par atmosphère. Chaque pièce où ils entraient, ils étaient les plus petits. Chaque table où ils s'asseyaient, quelqu'un de plus vieux et de plus dur avait déjà pris la meilleure place. La confiance qui les rendait intouchables à l'école n'avait aucune valeur ici. Personne n'était impressionné. Personne n'avait peur. Quand les parents sont arrivés en exigeant la libération, Na a étalé les preuves, les cachets. Les mois que Ha-Yoon avait passés dans la peur. Il a fait entrer Ha-Yoon dans la pièce. Les garçons se sont excusés. Le meneur a essayé de paraître sincère. Ha-Yoon l'a regardé et lui a dit « Je te pardonnerai jamais. Tu as fait de ma vie un cauchemar. » Elle le pensait entièrement. Le ministre a dit aux parents que leur demande était refusée. Leur âge les avait protégés de la loi. Ça ne les protégerait pas des années qu'ils allaient devoir passer avec eux-mêmes. Un homme est entré au BPDE avec un dossier assez épais pour contenir une enquête complète. Son fils avait accumulé une dette de jeu de 85 millions de won via une appli qui ciblait les lycéens. Il avait tout vendu pour couvrir ça. Son fils avait disparu. Le ministre a écouté sans interrompre. Puis il a dit « Vous êtes un père courageux, on va vous aider. » Bong est allé en couverture. L'appli était partout. Des élèves qui gagnaient de petites sommes au début, puis qui perdaient plus gros, puis qui empruntaient à des taux d'intérêt qui se composaient chaque jour. 800 000 won pouvaient redevenir 3 millions en un seul mois. Le système était conçu pour créer la dépendance rapidement et rendre la sortie impossible. Na a dit à Bong de jouer lui-même, montrer comment ça fonctionnait. Bong avait des bases en maths et était sincèrement convaincu de pouvoir battre le système. Il était fauché le lendemain matin. Le gang a proposé un prêt à Bong. Ils avaient juste besoin d'un contact familial comme garantie. Han-Rim a fait semblant d'être sa mère quand ils ont appelé. Mais le temps qu'elle s'éloigne pour acheter à manger, un véhicule s'est arrêté et a pris Bong. Elle avait été absente moins de 2 minutes. Elle s'en est voulu pendant longtemps. À l'intérieur, Bong a réparé leur infrastructure serveur, a gardé la tête basse, a catalogué chaque route de distribution qu'il pouvait observer. Et quand il a trouvé une bannière de plateforme, qu'il avait le droit de modifier, il a encodé sa localisation en code Morse et a attendu. Han-Rim a résolu l'énigme. Na a trouvé la bonne adresse. Elle est entrée la première par la façade. Elle a trouvé Bong à un bureau, indemne. Elle l'a attrapé par les épaules et l'a inspecté complètement. Ses mains, son visage, avant de dire un seul mot. Bong a tout remarqué. Il n'a rien dit non plus. Na a rattrapé le chef avant qu'il atteigne la rue.
Il lui a expliqué ce qu'il avait pris à combien de familles, les maisons, les économies, les années, puis il lui a donné quelque chose pour se souvenir de l'explication. Hyun Min-jun s'est effondré pendant un examen. La première question de sa mère, avant de s'agenouiller, avant de vérifier s'il respirait, était « Est-ce que t'as fini toutes les questions ?» Elle lui a donné un cachet et l'a renvoyé à son bureau. Elle avait structuré toute sa vie autour d'un seul objectif. Son beau-frère était médecin. Tout le monde le respectait. Son fils le serait aussi. Elle avait vendu la maison familiale pour se rapprocher du lycée. Elle avait enlevé la porte de sa chambre pour pouvoir le surveiller en permanence. Quand les compléments légaux ont arrêté de suffire, elle a trouvé quelque chose de plus fort. Des cachets qu'une femme de son réseau lui garantissait d'améliorer les classements. Les notes sont grimpées. Elle a continué à en donner sans demander ce qu'ils contenaient. Le programme de test du BPDE l'a détecté. La substance dans le système de Min-jun, c'était pas un complément. C'était le même composé que les 4 mineurs distribuaient, celui qui attaquait le cœur. Il était à une dose de près d'une conversation très différente. Na a mis Min-jun sous soins médicaux. Puis il s'est tourné vers la mère. Même bureau, même emploi du temps, même portion, même restriction de sommeil. Il a enlevé son matelas comme elle avait enlevé la porte de son fils. Elle a tenu 2 jours. C'est Bong qui a trouvé l'ouverture. Il s'est assis avec Min-jun dans la bibliothèque de l'hôpital et lui a demandé ce qu'il aimait faire avant que tout devienne une question d'examen. Min-jun y a réfléchi longtemps. Puis il a dit qu'il lisait, juste lire n'importe quoi, sans but précis. Bong a posé une pile de livres illustrés pour enfants sur la table entre eux. Min-jun en a ouvert un, a ri à quelque chose à la 3e page. Un vrai rire, le genre qui l'a surpris. Bong lui a dit qu'il n'y avait rien à faire de ça. Que découvrir ce qu'on aimait vraiment, c'était un travail plus dur que n'importe quel examen qu'il avait passé. Quand Min-jun a récupéré, elle est venue s'attendant à discuter du prochain cycle d'examen. Il lui a dit qu'il ne passerait pas les examens d'entrée cette année, qu'il n'allait pas faire médecine, qu'il allait découvrir ce qu'il voulait vraiment. Elle a essayé de protester. Il partait déjà. Si quelqu'un passe toute son enfance à vivre une vie qu'il n'a jamais choisie, et qu'un jour, il s'arrête et dit « ça, c'est pas la mienne », c'est un échec ? Ou c'est la première chose honnête qu'il ait jamais faite ? Choi-jeol est revenu, il avait purgé sa peine. La loi autorisait son retour. Toute opposition publique du ministre aurait été immédiatement interprétée comme une vengeance personnelle. Et l'opposition politique attendait exactement cette ouverture depuis la création du bureau. Na est allé le voir. Sans chaleur et sans menace. Sois un élève cette fois. C'est tout. Jeol a souri, n'a rien dit. 3 jours plus tard, Jeol est entré au BPDE avec des photos et des documents. Un élève nommé San se faisait exploiter par un groupe dirigé par un garçon appelé Chi. Na a enquêté. Hanrim a objecté bruyamment. Na lui a dit « On suit les preuves, pas la source ». Le dossier était réel. Le groupe de Chi utilisait San depuis des années. Son hotspot, ses comptes, ses informations personnelles pour des transactions qu'il n'avait jamais acceptées. Quand San a essayé de le signaler, Chi a déposé plainte contre lui en premier, transformant la victime en accusé. Le comité a statué en faveur de Chi. San s'est assis dans le couloir et n'a rien dit, parce qu'il avait épuisé toutes les façons de faire croire les gens. Hanrim s'est inscrite comme élève transférée. Elle s'est présentée comme quelqu'un qui avait des comptes pour tout, streaming, jeux, abonnements, et qui était ravi de partager. Le groupe de Chi l'a accueillie sans hésiter. Elle leur a tendu son téléphone pour se connecter. Bong les avait tous compromis en 60 secondes. Quand Chi a compris ce qui s'était passé et est venu la voir, Hanrim l'a mise au sol. Puis, elle a commencé à crier. Elle a joué la victime, exactement comme San avait été joué. Le comité s'est réuni à nouveau. Elle s'est révélée en pleine audition. Toutes les preuves de ce que le groupe de Chi avait fait à San depuis 3 ans sont entrées au dossier. Na a forcé Chi à s'agenouiller devant San, pas comme du théâtre, comme une obligation. La mère de San a mis son bras autour de son fils et s'est excusée de ne pas l'avoir cru. Ce soir-là, Jeol a montré à Na ce qu'il faisait vraiment. Il avait manipulé Chi depuis le début. Le mauvais avocat, la situation fabriquée, l'enregistrement de Chi disant que sa vie était foutue à cause du BPDE, puis tout diffusé via l'opposition politique aux médias. Il n'avait pas changé. Il construisait une structure conçue pour détruire le bureau. Puis il a parlé de Gayoun. Elle avait découvert son réseau de trafic 2 ans avant sa mort. Et elle n'était pas allée à la police. Elle était allée le voir, seule, croyant qu'il y avait encore quelque chose en lui qui valait la peine d'être atteint. Il a décrit ce qu'il lui avait fait sans s'arrêter. Il a dit qu'elle était trop curieuse. Que si elle ne l'avait pas été, peut-être qu'il l'aurait épousée. Na l'a frappé. Le ministre s'est tenu à ce pupitre et a fait ce que 2 ans de préparation avaient de rendu possible. Il a nommé tout le monde. Les politiciens corrompus, les parents riches, les directeurs qui avaient enterré des plaintes pendant des années. Il l'a lu, nom par nom, devant les caméras. Puis il a dit « Ce bureau n'existe pas pour la vengeance. Il existe parce que le système censé protéger les élèves a décidé que se protéger lui-même comptait plus. »
Jiol a fait son dernier mouvement. Il a pris San comme levier. Il a poignardé Na quand il est intervenu. Hanrim a sécurisé San. Na, en train de saigner, s'est avancé vers Jiol. Il avait toutes les raisons. La colère était réelle. Le deuil était réel. Il se tenait au-dessus de l'homme qui avait tué Gayun et a choisi délibérément de ne pas le faire. Il a dit à Jiol, « C'est ta dernière chance aussi, la même qu'elle t'a donnée. » Puis il a reculé et a laissé la loi le prendre. Jiol n'avait pas de réponse pour la première fois. Na a fermé les yeux. Pour un moment, il l'a vu. Pas du chagrin cette fois. Quelque chose de plus calme. Ils sont allés à sa tombe ensemble. Na, Hanrim, Bong, le ministre. La pierre était entourée de lettres d'élèves qui ne l'avaient jamais connue, des gens qui devaient leur sécurité, d'une façon indirecte, au fait qu'elle avait existé et avait refusé d'avoir peur. Na en a lu quelques-unes. N'a pas dit grand-chose. En sortant, Bong a attrapé la main de Hanrim par accident. Ils se sont tous les deux arrêtés de bouger. Le ministre a remarqué. Na a dit, sans se retourner, « Ils sont fous l'un de l'autre. » Ils l'ont juste pas encore compris. Hanrim lui a dit de se mêler de ses affaires. Bong était entièrement d'accord avec elle. Teach You a Lesson ne propose pas de résolution propre. Il ne fait pas semblant que le système fonctionne. Ce qu'il offre à la place, c'est un groupe de gens qui ont trouvé le vide que le système avait laissé ouvert et qui ont décidé que l'occuper était une raison suffisante de continuer. Na Huajin, c'est pas un héros traditionnel. C'est un homme avec une blessure qui a jamais cicatrisé, qui a trouvé un moyen de la rendre utile. Hanrim, c'est quelqu'un qui était exactement là où étaient ses élèves et qui a choisi de devenir la personne qui s'était présentée pour elle ce jour-là. Bong, c'est celui qui ressemble à la personne la moins menaçante de chaque pièce et qui est toujours celui qui sauve tout le monde dedans. Ce drama te demande pas d'être d'accord avec leur méthode. Il te demande quelque chose de plus dur. Est-ce que l'alternative, les rapports, les comités, les enquêtes qui mènent nulle part pendant que quelqu'un continue de souffrir, était vraiment meilleure ?